Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Lutrit David Pereiro. Alors aujourd'hui on va voir un petit travail sur une copie de Fender Stratocaster qui m'avait été amené initialement juste pour un réglage. Et en fait en essayant de le faire, il y avait un petit problème et on va voir ça ensemble. Donc comment le réparer. Et dans la deuxième partie, donc je vais essayer de poster aussi dans la semaine, on verra le remontage et le réglage complet. Donc petite présentation de l'instrument, donc comme je l'ai dit une copie de Fender Stratocaster avec un humbucker en chevalet et deux simples. Donc une guitare quand même moyennement en gamme. Elle est assez ancienne, mais bon, vaut pas très très cher non plus, surtout une valeur sentimentale. Donc on va commencer par faire des mesures. Donc on va regarder déjà un peu l'action, voir tout ce qu'on aura à faire. Et là en fait en regardant, on s'aperçoit quand même d'une mauvaise surprise, c'est qu'on a une action très très haute. Donc bien entendu, cette action, on va pouvoir la corriger déjà en rabaissant le vibrato qui est quand même très très haut et loin des valeurs. Mais avant tout, on va faire une vérification globale de l'instrument. Cette vérification, ça commence déjà par le circuit électrique. Est-ce que tous les micros fonctionnent? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Des crachouillis, des points faibles, quelque chose au niveau donc, du sélecteur ou des potentiomètres? On fait attention sur ce modèle, il y a deux potentiomètres de tonalité, donc suivant la position du sélecteur pour les micros. Donc on fait une vérification globale et bien entendu aussi le jack. Après on débranche et on va regarder l'état général de la guitare. Est-ce qu'elle aura besoin d'un nettoyage? Comment est la touche? Est-ce que le reste est plutôt en bon état? Les mécaniques et ainsi de suite. Bien entendu on va changer les cordes, donc ça on ne regarde pas. Donc là après un examen on va dire superficiel, on se dit que le plus gros du problème il est au niveau du vibrato. Donc on va commencer à regarder, c'est un vibrato assez traditionnel qu'on trouve sur toutes les copies de Stratocaster à 6 points. Le but il va être de retourner l'instrument pour pouvoir aller tout simplement resserrer donc la plaque de support des ressorts. Les ressorts seront plus tendus, le vibrato devrait redescendre. Donc on cale bien l'instrument pour avoir un accès à cette plaque et on va la dévisser. Donc 90% du temps il y a 6 vis. Sur certains modèles comme les Ibanez par contre vous avez un accès direct aux vis de ressort sans avoir à tout démonter. Donc on démonte la plaque, chaque vis on les met dans une petite boîte pour les retrouver, on nettoierait la plaque et là on regarde et c'est là qu'on va s'apercevoir du problème, c'est que cette guitare a déjà été touchée parce que la plaque de ressort en fait est déjà vissée jusqu'au fond. Donc on ne gagnera rien. Donc là il y a plusieurs possibilités, c'est soit les ressorts avec le temps ont perdu de leur force, auquel cas on peut les changer, mais 99% du temps, il y a un autre problème, et le problème qu'on va finir assez rapidement par s'apercevoir. Donc là, je vous montre, on a des ressorts neufs ou des ressorts qui, suivant la couleur, ça on les trouve surtout chez Floyd Rose. On peut justement, pour des tirants très importants, se limiter à 3 ressorts, mais en ayant quand même une bonne tension. On ne peut pas revisser, on ne peut pas changer les ressorts parce qu'ils semblent en bon état. Donc d'où vient le problème? On va commencer à regarder de l'autre côté et on s'aperçoit qu'en fait, même là à la main, on n'arrive pas à le baisser. On a l'impression que le chevalet, lui, s'est rapproché, on va dire, de l'ensemble. Et si on commence à bien regarder, on s'aperçoit que même les vis semblent quand même un peu tordues. Donc, pourtant, vu de l'extérieur, si on n'a pas vraiment un œil aguerri, on verra pas grand-chose. Donc, on va commencer à dévisser les vis. On a légèrement détendu les cordes. Et là, on voit directement que toutes les vis sont vraiment en angle. Donc, il y a vraiment un gros souci. Et là, il va falloir tout démonter pour regarder qu'est-ce qui se passe en dessous. Alors, avec l'habitude, bien entendu, on le sent arriver. Mais là, on part vraiment comme si on me l'avait amené pour un réglage et que je découvrais au fur et à mesure ce qui peut bien se passer. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment jamais croire malheureusement les gens, parce que là la personne savait qu'il y avait un problème et m'a juste demandé de la régler. Or le travail est beaucoup plus important. Donc là, au vu de tout ce qu'on a pu repérer, on va démonter toutes les cordes. Donc les cordes sur ce type de modèle, on commence à dévisser au niveau des mécaniques et on les sort par le dessous du chevalet. Donc la boule étant coincée dans le vibrato. Ça va quand même relativement bien. C'est souvent la corde la demi-aiguë qui a quelques difficultés. On peut être amené à prendre un petit tournevis, voire même des fois un cure-dent pour essayer de chasser un peu la corde. Dans le cas présent, là j'ai pris un petit tournevis, j'ai légèrement chassé le pontet et j'enlève le morceau facilement. Donc ensuite, on va dévisser complètement la plaque qui soutient les ressorts.
on va pouvoir enlever les ressorts pour préparer le démontage du vibrato. Alors chaque pièce, comme vous pouvez le remarquer, on le met dans une petite boîte, c'est pour pas les perdre, ça facilite le remontage. On pourra les nettoyer au fur et à mesure. Ça, c'est comme ça que moi je préfère travailler, c'est remonter des pièces propres et pas les nettoyer au fur et à mesure. Donc le vibrato, comme on a vu, 6 vis d'ancrage. On est vraiment dans du vibrato vintage, hein. Donc on le démonte complètement et arrivé à la sixième, on peut sortir le vibrato sans problème. Et c'est là qu'on va s'apercevoir donc du souci. Et là, on voit que le bois est complètement arraché. Donc là, on va commencer un peu à réfléchir. On va commencer à se dire comment je vais pouvoir faire la réparation. Est-ce que je vais juste recoller? Est-ce qu'il faut que je renforce? Là, il est vraiment, on va dire, très arraché. Il a arraché au-dessus, il a arraché en dessous. Il y a tout le bois qui a pris. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette fragilité? Tout simplement parce qu'il y a le double bobinage et il reste vraiment pas énorme. Il doit rester 21 mm. Donc là, dans le cas présent, il va falloir qu'on démonte tout. Même le manche va nous embêter, mais il faut qu'on commence déjà par tout dessouder. Donc là, pour dessouder, je ne vais pas prendre un petit fer à souder de base. Je préfère directement prendre un pistolet. Ça chauffe vite, ça chauffe bien. Pour quelque chose comme une plaque de support des ressorts, c'est au top. Donc je dévisse mon fil de masse, je dévisse complètement ma plaque qui m'embêtera, je mets ça au propre dans un coin et je vais continuer tout le démontage. Tant qu'on est là, on va se dévisser le manche, donc les 4 vis. Alors toujours pas une vis complète par une vis, on dévisse d'un ou deux tours la première vis, la deuxième, la troisième, la quatrième, et là seulement après on démonte tout. C'est une règle un peu comme tous les mécaniciens quand ils doivent serrer ou desserrer quelque chose. Donc toujours dans la petite boîte, la plaque elle passera au nettoyage aussi avant remontage. On fait attention quand on va enlever le manche à ne pas arracher le vernis sur certains modèles qui a un peu de résistance et à ne pas perdre la cale si elle existe. On en profitera pour nettoyer et on regarde et on continue. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre sur une copie de Strat? Et bien ensuite il y a les deux fils de jack. Donc de la même manière, hein, que ce soit donc le fil de signal ou le fil de masse, là on n'est pas vraiment dans une soudure. J'ai pas non plus besoin de sortir, on va dire, la pompe à dessouder. J'y vais directement avec le pistolet à souder et c'est très rapide et c'est parfait. J'enlève ça tranquillement et je vais pouvoir démonter ma plaque complète. Donc là ça prend quelques secondes. Par contre, pour ressouder, là, on prendra le fer. Donc, la plaque à l'identique, on commence à dévisser un peu les vis. Alors, le démontage, lui, il n'y a pas trop de soucis. Il suffit juste de bien repérer tous les endroits où on est et bien tout dévisser. Toujours un ou deux petits tours avant et on finit par tous les démonter. Et toujours, je le rappelle, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, si on n'est pas organisé, on perd toutes les vis. Donc toujours dans une petite boîte et si le chantier dure et qu'on a d'autres instruments à faire, on note dessus le modèle, voire le nom du client. La plaque ensuite, on va la démonter donc doucement parce qu'il y a toujours ce fil de masse et ce fil de jack. On la sort, on met de côté. On a repéré qu'il fallait faire un peu un nettoyage et un peu quelques coups de bombe. On le fera pendant que ça séchera. Là maintenant, on peut réellement travailler sur le corps et regarder. Est-ce que la partie tient encore? Oui ou non? Là, elle tient encore. Il y a des belles fissures. On voit quand même que ça a arraché en profondeur. Et c'est là qu'on va commencer à essayer de calculer comment on va pouvoir réparer. Donc si vous avez un doute, il faut toujours prendre un peu un temps de repos pour se dire comment je vais faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'il faut que j'emploie une autre technique, mais la solution, elle arrivera. C'est un peu d'habitude, c'est aussi discuter avec d'autres personnes, dire je suis tombé là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Il ne faut pas hésiter vraiment à trouver la meilleure solution. Donc là, en l'occurrence, on est pratiquement arraché. La première chose qu'il va falloir se dire, c'est est-ce que je peux le recoller en l'état? Oui, je peux glisser de la colle et le recoller en l'état. Donc, on va déjà le remettre en place, tout préparer, mettre de la colle, serrer, et après, on décidera si on va mettre un renfort ou pas. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir de mettre un renfort qui va être tout le long. Pourquoi? Parce que j'ai peur que ça revienne. Donc je vais commencer à mesurer et pendant que j'aurai recollé la première partie, je vais préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le renfort. Donc je mesure, j'ai trouvé à peu près 21 mm, je prends la règle donc du divisé par 3, il me faudrait 7 mm, mais est-ce que j'ai ce qu'il faut à 7 mm? Non.
Pourquoi? Parce que je n'ai pas de fraise de 7 mm. Donc je vais tout simplement opter pour une fraise de 6 mm. Donc 6 mm, mon renfort, il devra faire tout bêtement 6 mm. Donc la première des opérations, on l'a vu, ça va être de recoller, mais on note au fur et à mesure la longueur du renfort à fabriquer, sa taille, sa largeur, son épaisseur, sa longueur. Pendant que la guitare sera en train de sécher, on aura tout loisir de fabriquer. Parce que là, en l'occurrence, imaginez-vous, si on n'a pas repéré, on se dit c'est un réglage qui prend une demi-heure, sauf qu'on va garder la guitare 2 ou 3 jours. Donc on va préparer tout ce qui est collage. Donc là, on s'aperçoit qu'il faut mettre une petite cale sur la partie qu'on a collée. On met d'autres cales qui vont servir donc, pour pouvoir mettre les serre-joints. On s'aperçoit que j'ai mis du papier sur chacune des cales parce que, pareil, on n'est pas là pour abîmer l'instrument. Donc on vérifie et on fait toujours un serrage à blanc. Est-ce que j'aurai assez de serre-joints? Comment les mettre? Est-ce que ça va être bien plaqué? Donc tout ça, bien entendu, il faut le faire tant qu'il n'y a pas la colle. Parce que ce n'est pas une fois qu'il y a la colle qu'il faut se dire, tiens, zut, j'aurais bien mis un serre-joint de plus. Tiens, zut, ça plaque pas assez. Tiens, il y a quelque chose qui gêne. Non, il faut bien regarder avant. Là, je regarde, je suis bien plaqué. Je pourrais rajouter une presse, donc je prépare vraiment tout. Alors, si vous avez besoin de 3 serre-joints, vous en mettez 4 à côté de vous. Si vous en avez besoin de 4, 5 ou 6, et ainsi de suite. Il ne faut jamais en manquer, parce qu'au dernier moment, on peut quand même se dire qu'il y a un souci. Donc après, on enlève le tout, on prépare la colle et on va la mettre. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas pu prendre la vidéo. Sachez que la colle, je l'ai légèrement diluée dans l'eau, puisque je me suis servi d'une colle vinylique. Et que ensuite, grâce à une petite soufflette, donc branchée sur le compresseur, j'ai mis la colle bien profondément. Ensuite, donc là en l'occurrence, on est sur le serrage définitif, un petit pinceau avec de l'eau, on nettoie l'excédent de colle vinylique et c'est parfait. Donc on va laisser sécher et pendant ce temps-là, on va pouvoir nettoyer le manche, la plaque, etc. Alors, il y a quelques vidéos sur la chaîne et sur l'Instagram. Ça vient aussi de celle-là, hein, surtout la série de 3 vidéos qui est sur le traitement du manche, hein, donc huile et ainsi de suite. Vous pouvez tous les retrouver, elles sont sur TikTok, elles sont sur YouTube. Donc là, le séchage a été fait, tout simplement au bout de 24 heures, hein, on la laisse quand même tranquille, la colle. On va commencer à tout démonter et on va regarder, bien entendu, s'il n'y a eu aucun souci. Prenez votre temps, toujours pour faire un collage, le résultat, il sera le temps. Donc ensuite, on va pouvoir tracer, donc on a eu le temps de débiter notre renfort. J'ai décidé de faire un renfort qui était sur toute la longueur. Si le bois n'avait pas été aussi abîmé, je pense que j'aurais tout simplement mis 6 tourillons à la place des vis. Mais là, vraiment, il fallait un renfort sur toute la longueur. Donc je trace exactement l'emplacement de mon renfort. Donc on a dit une fraise de 6 mm. Je vais faire tout simplement une rainure. Et ça va permettre de me renforcer la totale. Donc je protège toujours la guitare parce que je vais quand même poser une défonceuse dessus. Donc pareil, on n'est pas là pour abîmer la guitare. Je ne le répéterai jamais assez, mais on prend son temps pour protéger, on met du papier, on met tout ce qu'il faut, on la stocke sur du tissu, on n'hésite pas. Et s'il faut mettre plusieurs couches de ruban adhésif, on met plusieurs couches de ruban adhésif. S'il faut mettre du tissu, on met du tissu. Vraiment, protection de l'instrument. Donc là, on s'aperçoit que j'ai vraiment bien protégé l'instrument. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir mettre une cale ensuite qui va guider ma machine. Et j'ai tout. J'ai tracé, j'ai regardé ma fraise de 6 mm. Je vais pouvoir la monter donc, sur la défonceuse. J'ai une fraise assez longue qui va me permettre d'être assez profond. J'ai repéré ma profondeur. Je vais mettre un guide à copier parce que d'une manière générale, j'aime pas trop le roulement. Je mesure à combien je vais être obligé de mettre mon guide parce que je ne vais pas travailler à la volée. Tout simplement, je vais travailler avec une règle et guider la défonceuse dessus. Donc je trace l'emplacement de mon guide. Je vais reprendre donc un guide, là en l'occurrence, c'est un morceau de MDF assez large, contrairement à un morceau, par exemple, que je m'étais servi pour caler. Pourquoi? Parce qu'il va falloir de la stabilité sur la défonceuse. Donc on ne va pas s'embêter, on va mettre le morceau de MDF au-dessus. On ne va pas mettre le serre-joint directement sur le corps, mais on va tout simplement mettre en dessous aussi une cale, qui elle n'a pas besoin de faire toute la largeur. Donc on met en place 2 serre-joints,
pas plus, pas besoin non plus de serrer énormément, ça c'est avec l'habitude que vous verrez comment vous pouvez faire. On commence à serrer et on repère. Est-ce que j'ai de la place pour passer avec la défonceuse? Est-ce que je l'ai bien mis en place par rapport à ce que je veux faire? Il n'y a pas de souci, on va pouvoir attaquer à la défonceuse. Donc on commence à monter tout l'équipement sur la défonceuse, donc en premier lieu le guide à copier. Alors, vous pouvez le faire d'une certaine mesure avec un roulement, moi je préfère vraiment travailler au guide à copier. On va en profiter aussi donc pour monter la mèche. Comme je vous ai dit, moi j'ai une mèche de 6 mm assez longue, autant s'en servir, on va pas s'embêter. On serre bien, donc toujours on vérifie plusieurs fois le serrage. On va quand même travailler avec une machine qui coupe, une machine qui est dangereuse. Donc on prépare aussi tout ce qui est casque anti-bruit, lunettes de protection. Si vous avez un tablier, c'est pas plus mal. On se met en place et on vérifie. Est-ce que j'ai de la stabilité? Est-ce qu'il ne faut pas que je rajoute un serre-joint? Est-ce que la cale ne me gêne pas? Je suis au coin de l'établi, tout va bien. Est-ce que je vais bouger en travaillant? Et là, si je bouge, par contre, je vais tout abîmer. Donc il faut vraiment essayer d'être le plus stable possible. Et c'est aussi la pratique qui aide à travailler avec une défonceuse. Donc ensuite, on a réglé donc, la profondeur par rapport à ce qu'on avait besoin. On démarre la machine et on va commencer par faire une série de percements. Alors ce type de travail, c'est exactement ce qu'on utilise avec une mortaiseuse à mèche. J'invente rien, tout simplement, je l'ai appris quand j'étais en classe de menuiserie. On va percer une multitude de petits trous et on va pas y aller d'un coup. Ensuite, on va revenir et on va refaire la même chose. Et pourquoi? Parce que ainsi, on va économiser et la mèche et on va aussi économiser la défonceuse. Et une défonceuse, on va pouvoir la garder des années et pas en changer tous les 6 mois parce que le moteur, il aura cramé. Donc le travail à la défonceuse, c'est vraiment un travail particulier. Donc là, on voit qu'on a une succession de trous. Maintenant, on va rejoindre les trous entre. Alors, amortisseuse à mèche, bien entendu, on voit exactement ce qu'on fait. Là, on voit nettement moins. Si vous avez un aspirateur et surtout une buse d'aspiration, n'hésitez pas à le mettre dessus, ça fera moins de poussière. Donc là, on y va, on continue, on essaye de refaire des trous entre, et c'est seulement à la fin qu'on va y aller toute profondeur et qu'on va donner un coup global pour faire la défonce la plus propre possible. Alors la défonce, on est limité d'un côté, de l'autre côté, donc on tombe au niveau de tout ce qui est défonce pour les potentiomètres. Donc il n'y a pas de souci, on sait quand même où s'arrêter, on n'a pas besoin de repérer plus que ça. Donc dernière passe de finition, on a passé un coup tout le long et on vérifie donc avec notre fameux renfort qu'on a fabriqué. Alors moi j'ai décidé d'utiliser du hêtre, donc je l'ai mis à 6 mm, il ne me reste plus qu'à arrondir, donc ça tout a été arrondi, tout a été préparé, on vérifie. Donc on vérifie si on n'a pas été trop profondément, si le renfort y est, qui dépasse quand même légèrement, parce qu'il faut quand même qu'il colle aussi bien au fond. Et on va préparer tout le matériel pour faire le second collage. Alors pour ce collage, j'ai décidé de ne pas choisir une colle vinylique, parce que je ne peux pas serrer donc en largeur et or la colle vinylique a besoin d'un serrage. J'ai choisi d'utiliser une colle typique d'assemblage de menuiserie qui est une colle de polyuréthane. Pourquoi? Parce qu'elle va légèrement gonfler et ainsi je n'ai pas besoin de la serrer complètement. Il faut juste que je la bloque. C'est une colle qui est très résistante et le renfort sera du coup très résistant. Alors on fait attention. Par contre, le problème, c'est que cette colle tâche énormément. Elle désaffûte les outils parce qu'on va voir que c'est un peu comme de la mousse polyuréthane. Donc, elle va gonfler et faire comme des bulles. Donc, j'ai choisi de ne pas utiliser l'applicateur qui était trop gros. Donc, je vais en mettre au fur et à mesure. Alors, pas avec le doigt. On ne nettoie pas avec le doigt. J'ai pris un petit bout de bois et je vais en appliquer bien profondément. Le ruban adhésif que j'ai mis, je le laisse, comme ça évitera que la colle, elle prenne sur le vernis. Donc on en met bien de partout. On n'en met pas non plus une couche énorme, on en met juste ce qu'il faut. Là c'est pareil, c'est l'habitude. Donc la colle est mise en place, on la met de côté. On va prendre donc notre renfort de bois que j'ai aussi encollé et on va l'enfoncer au fur et à mesure au marteau. Ne touchez pas la colle parce que vous aurez les doigts extrêmement sales. Alors par contre, n'hésitez pas à mettre une paire de gants. Ainsi, le gant après vous le jetez et il n'y a pas de souci. Donc là, comme on voit, on l'enfonce bien. On tape pour qu'il n'y ait aucun souci et que la colle donc prenne bien au fond.
On vérifie bien aussi en longueur, mais on va quand même mettre des petites pinces, car comme je vous l'ai dit, la colle elle a tendance à gonfler, c'est l'avantage et l'inconvénient de la colle polyuréthane. Donc on les met bien pour éviter que ça déforme et qu'on garde bien donc le morceau de bois. Donc ça va être les pinces dans le sens là, mais on va aussi poser bien entendu un serre-joint et une pince en C pour pouvoir avoir un serrage correct. Donc là, la pince en C, pourquoi elle a été choisie? Parce qu'elle est petite et qu'on peut passer par la défense du vibrato. On met un serre-joint de l'autre côté, là il n'y a pas de souci, on laisse sécher tranquillement. Donc le lendemain, on voit donc, ce que je vous avais dit pour la colle polyuréthane. Alors la colle polyuréthane, par exemple, beaucoup se servent pour coller les manches sur les guitares folk. Donc au niveau des queues d'aronde, s'il y a un peu de jeu, la colle polyuréthane rattrapera ce jeu. Bon, c'est pas des plus magnifiques, il vaut mieux faire une queue d'aronde vraiment parfaite et retravaillée, mais c'est une bonne solution. Donc ensuite, on va attaquer au ciseau à bois pour enlever la colle. Donc comme on voit, on l'a toujours laissé le ruban adhésif de protection, on l'enlève vraiment qu'à la fin. Ça désaffûte énormément, donc c'est moins qu'une résine époxy par exemple, mais ça désaffûte quand même bien. Donc toujours, on va prendre on va dire un ciseau à bois qui est un peu à la limite, mais après on va commencer réellement à travailler avec des ciseaux à bois qui coupent. Donc là, pour enlever rapidement de la matière, j'utilise un rabot type rabot de paume. Je vais vraiment y aller au maximum dans la limite. Faites attention, si vous vous servez du rabot de paume, de ne pas aller loin. Ensuite, on va couper donc l'excédent parce qu'on a vu qu'on avait dépassé sur la cavité électronique. Bon, c'est pas franchement la peine de forcément le couper parce que ça ne devrait pas gêner au niveau des potentiomètres. Mais on est là quand même un peu pour cacher la réparation qu'on a faite. Donc on coupe tout simplement avec une scie à dos traditionnelle. On finit au ciseau à bois. On a tout nettoyé, tout préparé. Comme on voit, j'ai aussi enlevé le ruban adhésif et le peu qui a été resté collé, je vais l'enlever au fur et à mesure. Je vais m'aider d'un peu d'essence F et d'un peu aussi de vinaigre pour enlever donc, tout ce qui resterait collé. La colle a dépassé de l'autre côté, ce qui est tout à fait normal puisqu'on a été assez profondément. Là, on est prêt à faire tous les raccords de teinte. Donc on va continuer à nettoyer, tout bien vérifier et il n'y aura aucun souci. Donc toujours le nettoyage pour ce que je vous ai dit, pour la colle, donc au niveau du ruban adhésif. Faites attention suivant le type de guitare que vous avez. On rappelle toujours sur les Gibson, par exemple, il y a un vernis cellulosique. Le vernis cellulosique, il est quand même assez fragile au solvant. Donc, surtout pas d'alcool à brûler, d'alcool à vernir, enfin surtout pas d'alcool, sinon il faudra tout repolir. Donc on prend son temps pour retravailler le morceau de bois avec des ciseaux à bois qui coupent. Donc le bois a été déformé, donc c'est tout à fait normal de ne pas avoir quelque chose de super plat. On vérifie la plaque, quelle va être la partie qui va être visible et quelle va être la partie qui ne va pas se voir. Donc là, on a réussi à limiter pour le renfort la partie visible. Il faudra vraiment que quelqu'un regarde de près pour voir qu'il y avait un renfort. Mais vu l'état du bois, il ne m'était pas possible de mettre que 6 tourillons. Sinon, bien entendu, 6 tourillons, ça aurait été totalement invisible. Donc là, on va attaquer tout ce qui est raccord de teinte. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai choisi de prendre tout simplement de la peinture acrylique, donc de la peinture, ça c'est de la peinture pour aérographe en l'occurrence, et c'est de la Candy qui va me faire office de teinte à l'eau. Donc plusieurs bidons de plusieurs couleurs, je vais mélanger pour essayer de trouver la teinte la plus proche. Alors ce qui est un travail qui n'est vraiment pas évident. Donc souvent, même moi, je demande à des gens de me donner leur avis. Est-ce que j'ai réussi à trouver la bonne couleur? N'hésitez surtout pas à demander. Alors, demander en direct. On ne fait pas de demande par des photos ou par des vidéos parce que a toujours quand même tendance à ne pas avoir un respect des couleurs énorme. Donc là, j'ai choisi de le faire en 2 couches, un vert assez clair et un vert un peu plus foncé, prenant en compte aussi le fait que comme on va mettre aussi par-dessus une couche de vernis, le vernis va aussi avoir tendance à changer la couleur. Donc on prend son temps, on en met de plus en plus de couches s'il faut, on compense, on y va doucement. Moi personnellement, au lieu de nettoyer au chiffon comme une teinte traditionnelle, j'y vais au pinceau, on voit des petits tamponnés.
je nettoie, je passe au fur et à mesure et je regarde. Attention que c'est dans ce cas précis, puisque chaque réparation est différente et on s'adapte. Donc ensuite, j'y vais tout simplement avec une lampe parce que ça chauffe un peu. Alors, c'est pas une lampe à incandescence, puisqu'aujourd'hui, les lampes à LED, ben, c'est quand même plus trop ça, question chaleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut plus se fabriquer de fer à cintrer avec. Donc on y va, on regarde de près. S'il faut repasser une couche de teinte, on repasse une couche de teinte. Si on estime que c'est bon, il n'y a pas de souci. Là, j'estime qu'il faut que je repasse encore une couche de verre un peu plus foncé. Donc j'y vais de la même manière. Hein. J'en mets un petit filet, je vais l'étaler au pinceau, je vais y aller par petites tamponnées. Je vais regarder, comme je vous ai dit, même si à la fin, là je crois de souvenir qu'on ne voit que 2 ou 3 millimètres, il faut vraiment que ce millimètre ne ressorte pas complètement. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais vu avec le client. Donc on étale bien, on cherche. Alors, faire un raccord de teinte, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et délicat. Et souvent, donc, franchement, par exemple, plutôt que de faire un raccord de teinte sur un manche quand il est cassé, souvent on va poncer le manche complètement, on va repasser une teinte globale et on va repasser un vernis global. Là on est vraiment que, comme tout est caché, le raccord de vernis ne se verra pas beaucoup, donc on va pas s'embêter, sinon bien entendu la facture monte énormément. Or, on n'est pas là pour profiter non plus du client, on est là pour faire un travail. Donc ensuite je vais mettre tout simplement 2 couches de vernis. Alors j'ai choisi un vernis chrono qui est polissable quand même en 40 minutes et qui sèche complètement en 30 minutes. Donc on va préparer tout simplement tout le matériel. Moi j'aime bien utiliser un petit récipient en verre, donc je ne vais pas forcément utiliser un godet jetable ou un pot, on va dire, un mélange exprès, parce que là je ne vais vraiment pas en faire beaucoup et je ne pourrais pas le réutiliser. Une petite baguette en bois tout simplement pour mélanger le vernis. On va prendre et on va tracer sur le pot en verre, donc pour être à 1 pour 1, puisque c'est le mélange qui est dicté par le fabricant. Donc on ne va pas chercher plus loin. On met en place un morceau de ruban adhésif, on va tracer et comme ça au moins on aura le mélange qui sera parfait. Parce que si vous mettez beaucoup moins, en l'occurrence de catalyseur que de base, ça va pas aller. Bon là en l'occurrence c'est un vernis polyuréthane, donc c'est pas un catalyseur, c'est un durcisseur. Donc on trace en premier lieu sur le pot en verre le fond, tout simplement. Là, il n'y aura pas le vernis. Et après, on va venir se dire, voilà, par exemple, 1 cm et 2 cm. On remplira jusqu'à 1 cm. Et on remplira ensuite le durcisseur jusqu'à 2 cm. Donc là, en l'occurrence, je crois que j'étais à 5 mm et 5 mm parce que j'ai vraiment pas grand-chose. On prend quand même son temps hein, pour tracer, pour être le plus précis possible. Et ensuite, donc, on va mélanger tranquillement les deux produits par remplissage. Donc, pareil, hein, on prend son temps, on prépare le matériel. Parce que une demi-heure, c'est pas le temps qu'on va avoir pour travailler le vernis. Une demi-heure, c'est vraiment le séchage. Donc, il faut être précis. Une fois qu'on a tout tracé, donc on revérifie encore, toujours en face. L'important, c'est de tracer dans la même position qu'on va remplir. Donc après, on va commencer à prendre le premier pot et on va remplir de produits tout simplement délicatement. On fait attention de ne pas en renverser partout, et surtout pas sur la guitare. Et si on en renverse sur le chiffon, ben, on va changer l'instrument de position pour ne pas aussi salir la guitare. C'est toujours ça, il faut faire très attention à l'instrument, parce que si vous le rendez en plus mauvais état que vous l'avez eu, le client risque de vraiment pas être content. Donc voilà, là on a mis la base. Alors base ou durcisseur, dans le cas présent, c'est pas très important, hein, vu que comme je vous ai dit, c'est du 1 pour 1. On n'est pas sur du 3 plus 2 ou du 4 pour 1 comme on a sur certains après. Donc on verse délicatement, on est arrivé au trait. On va mélanger, mais on va pas mélanger vite, on va mélanger doucement, sachant que pour des plus grandes quantités, on a des baguettes spéciales mélange, hein, qui sont percées, qui sont trouées, mais on y va toujours délicatement. On va pas remuer par exemple à la main pour mélanger, on va pas y aller aussi fort qu'avec une bombe de peinture. On y va doucement, on y va sûrement, parce qu'il faut prendre aussi son temps pour le mélange. Pour la simple et bonne raison, c'est que si on ne mélange pas assez, on va avoir d'un côté une base, de l'autre côté le durcisseur, et le vernis ne séchera jamais à certains endroits. Donc délicatement et doucement, on va faire son mélange. On a préparé son petit pinceau,
et donc on va pouvoir mettre notre couche de vernis. Donc là en l'occurrence je vais vous montrer qu'une seule couche, mais comme justement j'ai pris du chrono à cause de ça, c'était pour pouvoir passer les deux couches très rapidement. Sachez que voilà, en l'espace d'une heure, j'ai passé les deux couches et je pouvais effectuer le remontage. Donc on peut gagner du temps parfois sur certaines colles, on peut gagner du temps sur des produits de finition, on peut rentrer un vernis spécifique justement pour les réparations ou les petits raccords. Ça, c'est chacun, on va dire, voit midi à sa porte. Donc là, le vernis, il est mélangé. J'en prends un peu au pinceau délicatement. Alors bon, c'est pareil, si vous ne vous sentez pas, vous protégez tout l'instrument, hein. Vous n'êtes pas non plus là pour en mettre de partout. Donc on en met partout où on a mis de la teinte et partout où il y a donc le bois. Donc là, on a vu qu'on l'avait fait dépasser dans la cavité électronique, donc on en met aussi dans la cavité électronique. On n'a pas besoin d'y aller non plus aussi proprement que sur le devant. Partout où il y a des petits manques, on en met et on va en mettre délicatement au-dessus. Donc on y va. Alors la couche, ça dépend directement du vernis. Un cellulosique, par exemple, il faut mettre des couches assez fines, mais ça sèche à peu près en un quart d'heure, 20 minutes suivant la couche. Là, on est vraiment sur un, un vernis PU, donc un vernis polyuréthane. Donc on peut déjà quand même en mettre une bonne petite couche. Alors toujours on met parce qu'on va la poncer et après on fera la couche de finition. Donc bah on a vu un peu la réparation. Dans la partie 2, on va voir tout ce qui est vérification et remontage et surtout le réglage, donc ce qu'on aurait dû faire juste sur ce modèle. Mais bon, ça m'a donné l'occasion de vous faire une petite vidéo. Je vous rappelle les règles vraiment de tout ce qui est réparation. On essaye de respecter l'instrument et on réfléchit. Bonne soirée!